Bonjour. 2 cafés, s'il vous plaît. Tu veux manger un truc? On se partage une omelette? Et 2 tartines? Ça va? T'as l'air tout chose. Ça, c'est le jet lag. Y a quoi, 4-5 heures de décalage? Attends, je commande. T'as bien mangé, sinon, là-bas? C'est beaucoup de plats à base de poisson, non? Mais mon amour, ça n'a vraiment pas l'air d'aller. Chérie? À ce moment-là, elle lève le bras en l'air, la petite cuillère de son café à la main, le menace, et puis non. Se retourne, fait volte-face, et part dehors. Court, court, court. S'arrête. Regarde sa main qui tient la petite cuillère, la lâche. Traverse la rue. Rejoint la place. La place de la République. S'assoit seule sur un banc. Tourne la tête. Voit 2 hommes armés. Probablement vigipirates. Apeuré saute, se cache derrière un arbre. Se prend la tête dans ses 2 mains et pleure. C'est tant de tristesse, tant de terreur. Tristesse qui remonte en vagues de larmes et roule sur toute cette tristesse, lavant des yeux qui restent seulement pour pleurer, la bille de l'œil comme une pierre chauffée à blanc, le cœur de la lave. Flash! Des jeunes filles. Le cœur des jeunes filles violentées, lui, est en pierre durcie. La plaie est effroyablement ouverte en 2 et emplie de métal avec un peu de gravat. La plaie est sale et immense jusqu'à l'horizon. Est-ce que les larmes peuvent nettoyer la plaie? Lascives, allongées sur des lits aux étoffes colorées dans la pénombre des maisons entourées de fruits, leur peau est aussi douce que l'air. Leurs sourires sont grands. Toute la grandeur de l'île, c'est elle. Les fruits qu'elles mangent, le sable sous leurs pieds, les dessins de leurs saris et le vent qui plaque l'étoffe sur les corps. C'est elle. Les oiseaux, les singes, les chiens, c'est encore elle. Et quand on les a atteints, on a frappé l'essentiel. L'immonde roi à moustache lèche les cadavres des jeunes filles enterrées sous la plage. Il se repaît de leur chair. Sa langue est large et répugnante. Il a fait tant de mal. Et les jeunes filles qui ont survécu le tueront un jour. Elles le broieront de leur bouche sublime et le chieront par leur cul magnifique. Toutes ensemble et en même temps, une rangée de beaux culs le chiant. Et cette ligne servira enfin de monument aux morts. Mais ce jour béni n'était pas encore arrivé.
Notre héroïne, elle, n'était plus qu'un oscillement de peur, d'absence et de gaucherie. Et mutique et mouillée, ne savait plus comment raccrocher ses wagons. Pauvre bougresse. C'est aussi sa vie à elle qui, engorgée par les larmes de cette insoutenable tristesse, remontait en surface. Et les larmes, se mêlant aux larmes par un effet fulcrouche, débordaient, ouvraient les vannes à fond des sanglots, libérant un jet inarrêtable, inconsolable. Ces chagrins très différents s'amalgamaient et se faisaient étrangement écho, à commencer par un chagrin perso, bien récent. La vente du troupeau familial. Mon cher petit, voilà. Ta mère et moi venons de vendre les vaches. Un grand camion est venu les prendre. C'est à la fois soulageant et étrange. Comme si notre vie n'avait jamais vraiment existé. Enfin, nous voilà à la retraite. Je t'embrasse bien, petite fille chérie. Signé ton papa. Elle mit du temps à comprendre la peine qu'il a pris. Avec ses 2-3 veaux partait l'enfance, définitivement terminée. Les sentiments, les affections et l'amour familial dépendaient étroitement des relations aux bovins, mais aussi par extension aux chevaux, chiens, chats et rats de ferme. Par extension encore à toutes les bêtes des mares et des étangs bordant la dite ferme. Et par extension finale, à l'univers entier. Chevaux, chiens, chats et rats disparurent à la suite des vaches. Ragondins, foulques et bêtes des étangs qu'on fréquentait en allant chercher les vaches chaque soir ne le furent plus que le dimanche. Et à force, on se perdit de vue et on passa pour des touristes auprès des bêtes des étangs, de simples visiteurs. Quand nous étions auparavant des amis, quasi des frères. Le nouvel univers faisait peur. Et c'est désormais en chien de faïence que parents et enfants se retrouvaient dans un monde devenu tout riquet. Les réunions familiales prirent l'allure d'un mauvais théâtre, où chacun tenait un rôle lourdeau. Et sans que personne s'en doutât vraiment, les liens commencèrent à se disloquer. Un jour, c'est le fils, Parvin, qui annonça qu'il était atteint d'une maladie incurable et décréta que cette maladie était la faute du père. Mais nous revoici avec notre héroïne qui court, en tout cas marche d'un bon pas, dans un jardin qui ressemble à celui des Buttes-Chaumont. Elle monte, elle emprunte un escalier pour monter au belvédère, s'arrête un moment, contemple une étendue d'eau, et tandis qu'elle regarde cette étendue, passe sans le savoir, ou en tout cas sans le voir tout de suite, auprès d'une femme qui porte dans ses bras un bébé. Un bébé. Le bébé. Flash.
Le bébé? Une femme sri-lankaise, assise sur un fauteuil, parle. Ma sœur avait dû accoucher sur la plage. De toute ma famille, il ne restait plus que moi pour protéger le bébé. On courait dans les allées parce que des bombes au phosphore tombaient sur nous. Le bébé en avait eu sur lui et quand il s'est mis à pleurer, j'ai vu que... Et Karélie, notre héroïne, court et se jette dans cette petite étendue d'eau qui est en fait une fontaine. Elle plonge la tête la première dedans et comme dans l'enfance commence à faire un poirier, lève une jambe, puis la deuxième, les rassemble toutes les deux et puis non, fait une sorte de mouvement de grenouille avec, maintient ses fesses, ouvre sa braguette, zip, et de l'eau. Oh, c'est drôle, ça fait comme une espèce de petite fontaine. Et les canards qui lui passent autour, et les touristes qui la prennent en photo. Et puis un jardinier qui passe par là, la prend, la met dans sa brouette, la pose sur la pelouse interdite, et clic, met ses 2 doigts à l'intérieur de ses narines, et elle se met à tourner sur elle-même, comme s'il cherchait à s'essorer. Voilà, elle est essorée, étendue sur la pelouse, dans des flaques qui sont sorties d'elle. Et elle se traîne péniblement jusqu'à des fauteuils qui bordent un restaurant. Elle se hisse sur l'un d'entre eux, s'assoit, baisse la tête, abattue, se prend la tête entre ses mains. Vous ne parvenez pas à dire la fin du récit de la jeune fille et du bébé? Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon cerveau ne veut pas imaginer cela. Il n'y parvient pas. Ce détail-là, la cruauté de la situation, la douleur de l'enfant et la détresse de la jeune fille, sa détresse à elle. Et la voici qui se lève de son fauteuil et se carapate près d'une espèce de grande jarre au milieu du jardin, posée là, à côté des tables du restaurant où des couples déjeunent. Il lève la tête, entend du bruit. Le serveur s'approche. Quelque chose ne va pas, messieurs, dames? My wife tells that she sees something go into the pot. Ma femme a vu quelque chose rentrer à l'intérieur de la jarre. A fly? No, bigger. A butterfly? No. More like a dog or a pig. A pig? Oh, quand même. Allez. Le serveur s'approche de la jarre, se penche au-dessus. Il y a quelqu'un là-dedans? Ne voit rien. Quand tout à coup... Ah! Elle est sortie de la jarre. Lui a attrapé le nez. Il saigne. Tout le monde court dans tous les sens. C'est la panique. Les gens ont peur. Rentrent à l'intérieur.
Et revoici l'amoureux, celui du début, qui s'approche de la jarre. Je suis là, Carilé, si tu as besoin. Et depuis la jarre, elle reparle. La veille de mon départ, je donnais une représentation du requiem d'Armatova à la flûte traversière, au salon de la poésie. Un petit bonhomme est sur scène et récite quelques vers de ce requiem. Et la Russie innocente se tordait sous les bottes sanglantes et sous les pneus des paniers à salade noire. C'était au temps où seuls souriaient les morts, contents d'avoir trouvé la paix. Et Leningrad, appendice inutile, ballottait auprès de ses prisons. Et j'ai appris comment s'effondrent les visages, sous les paupières, comment émerge l'angoisse, comment le rire se fane sur les lèvres sombres. Est tombée la parole de Pierre sur ma poitrine encore vivante. Carilé prend sa flûte et tout empli de son chagrin se met à souffler dedans. Et comme frappé de stupeur, ce qui sort de cette flûte, c'est une mélodie magnifique. Elle se lève de son tabouret, devient toute légère, se met sur la pointe d'un de ses pieds, soulève une autre jambe en l'air et fait une espèce de petite danse incroyable. Retire la flûte de sa bouche et souffle tout l'air qu'elle contient. Sa chemise éclate. Elle s'envole. Et tous ses vêtements craquent. Il n'y a plus de pesanteur, plus rien. Elle vole au-dessus du plateau. Elle ressemble à un oiseau. Et tourbillonne au-dessus du public. Et finit par venir se poser sur le plateau. Sur un pied, pof, tout en douceur. En grâce. Clap, 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 clap. C'était superbe, dit la violoncelliste. Ah oui, c'est vrai? Parce que c'était ma première fois. J'hésitais justement à arrêter parce que Et la modératrice de la représentation prend le micro et dit « Il y a un combat pour la douceur. À partir du moment où la douceur est décidée, ne devient-elle pas une force ? Et ce soir, je retiendrai ce combat pour la douceur. » Après la représentation, une petite fête est donnée dans le hall du théâtre. Beaucoup de monde. Et puis Carilé qui est sur un petit banc, seul, qui boit son verre. S'approche d'elle la violoncelliste. « Ah, vous êtes là, je vous cherchais. Écoutez, je n'ai jamais entendu jouer ainsi. C'est la liberté, la grande et vraie liberté. Ça n'est pas rien, vous savez. Où vous avez appris à jouer ainsi ? Eh ben, en fait,
j'ai appris la flûte par erreur. C'était une méprise. Mes parents avaient tant à payer aux banques qu'ils travaillaient nuit et jour. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Et c'est avec les chiens et les cochons que se fit l'éducation. Et un jour, une femme énorme arriva au village. Elle se disait médaillée d'or de flûte et venait proposer des cours aux enfants d'ici. Ma mère insista pour que j'apprenne cet instrument. Mes enfants apprendront la musique. Va, mon tout petit, souffle dans la flûte. Ciel, mais cet enfant est un génie, c'est un prodige. Tu es une merveille, tu comprends? Une merveille. Cette femme resta quelque temps donner des cours aux enfants du village, et un jour, elle disparut. Bon, enfin, où peut-elle être? J'espère qu'elle reviendra. Elle a dit que Silas nous rendrait riches, qu'il était un petit Beethoven. Moi aussi, elle a dit que Mirout serait la Céline Dion de la flûte. Et moi, je lui ai donné un demi-cochon qu'elle doit payer en juin. J'ai changé son moteur. Prêtez 1000 roupecs. Bientôt, le village entier réalisa qu'il s'était fait rouler par la grosse professeure, qu'on n'avait d'ailleurs jamais entendu jouer, et chacun rentra dans ses certitudes, comme un couteau dans un fromage. Mais moi, j'ai continué à jouer. Bon, je sors, je vais fumer. Carilé s'allume une cigarette. Quand soudain, 2 jeunes filles accourent. Vite, faites-nous rentrer. Il y a des gens qui tirent là-bas. Vite, par pitié, cachez-nous. Il paraît qu'il y a eu une prise d'otage. Des types en moto mitraillent des terrasses, juste à côté d'ici. Éteignez les lumières, vite! À Paris, on sentait la tension et la stupeur à tous les coins de rue. Heureusement pour moi, dès le lendemain, je prenais un avion pour l'étranger. J'avais trouvé un travail de compositrice sur un film géopolitique. Et j'avais l'aubaine de me rendre sur place pour l'inspiration. À l'hôtel, on retrouve toute l'équipe du film, la réalisatrice, journaliste, ainsi que l'équipe technique. Alors, sur cette plage, il y a déjà des camps militaires. Là, il y a des mouchards partout, on ne pourra pas filmer. Cette plage-là vient d'ouvrir au tourisme, et ici, c'est interdit d'accès. Et Andy, notre fixeur, suppose que la plage n'a pas été nettoyée. Attends, pas nettoyée, tu veux dire que... ils ont enlevé les cadavres, mais pas les affaires des gens. Et là, ce sera les dernières preuves qu'on puisse filmer. Il faut qu'on les trouve, ces preuves. Tiens, Carilé, va réserver une table à côté. On fait le tour du matériel et on te rejoint. Ok, à toutes. L'autre problème, c'est que les gens sont encore terrorisés. Beaucoup accepteront de parler, mais pas d'être filmés. Il faut trouver des gens qui acceptent la caméra. Clac, 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 font les chaussures de Carilé sur le bitume. Scrouch, scrouch, sur le gravillon qui se trouve devant l'hôtel. Bon, on dirait un chat, mais c'est bizarre, c'est pas du tout le bruit que je voulais faire. Ça, c'est plutôt la grille que poussent les militaires qui lui laissent le passage pour aller au restaurant.
Elle est seule dans la rue. Et puis elle va jusqu'à ce restaurant en fumant une cigarette. On entend encore les bruits de ses talons. Elle rentre dans ce restaurant qui ressemble à une grande tente militaire. Mais avant de rentrer, elle aperçoit un peu plus loin une espèce de baraquement avec une vieille femme qui pose une casserole sur une espèce de feu de fortune avec un petit poisson qui attend d'être cuit à côté d'elle. Elle est seule, assise autour de cette grande table ronde. Elle a l'air d'écouter quelque chose avec des écouteurs sur les oreilles. Et pourtant, lui parviennent les bruits des hachoirs que le cuisinier utilise pour hacher de la viande, visiblement. Elle est rejointe par l'équipe. Je nous ai commandé le plat national. On coupe tout menu, avec de gros hachoirs. Ça s'appelle kotu. Je nous ai pris des spéciales viandes bien saignants. Bon appétit tout le monde. Ça fait bizarre que ce soit des militaires qui tiennent ce restaurant à touristes, non? C'est aussi eux qui tiennent notre hôtel. Eux qui l'ont construit, sur des lieux où ils ont d'abord perpétré un massacre. On n'arrive plus à imaginer ce qu'il y avait ici avant. Des pêcheurs? Des écoles? Du massacre à l'hôtel à touristes? Est-ce qu'ils étaient au courant du programme, ces jeunes militaires? Attends, excuse-moi, j'ai pas tout saisi. T'as pas été briefé avant de partir? Un peu, si. Enfin, je sais qu'on est sur des zones d'une guerre récente contre des terroristes. Ah ouais. Ah bah dis donc, ils t'ont bien renseigné à la prod. Alors, je te la fais courte. Au prétexte d'en finir avec le terrorisme, le gouvernement, à majorité Singalou, a poursuivi de ces bombardements des milliers de Tamoulas. Des combattants, bien sûr, mais surtout des civils. Des femmes, des enfants, des vieillards chargés de bagages. Et en 2009, ces gens sont retrouvés parqués tout le long de la côte, sur les plages. Ils étaient 300 000. Et là, durant quelques mois, l'armée les a bombardés sans discontinuer. Les survivants ont été déplacés dans des camps gigantesques, et à l'époque, c'était même les plus grands du monde. Après quoi, l'armée a été chargée de nettoyer. La ferraille des bombes, les affaires des gens et les milliers de cadavres. Tout ça au bulldozer. Et pour finir, après avoir installé leur camp militaire sur ces zones de guerre, ils construisent des hôtels, des restaurants comme celui où nous nous trouvons. Et aujourd'hui encore, c'est l'armée qui gère ça. Verra-t-on bientôt des touristes sur ces plages? D'ailleurs, ce pays vient d'être élu meilleure destination de l'année par le Lonely Planet. Et pour l'argumentaire, nous avons nettoyé le pays des terroristes tamoulas. Touristes, vous pouvez venir maintenant. Waouh, c'est terrible. Je te le fais pas dire. Regarde, c'est le président qui a orchestré toute l'opération, appuyé et même béni par les plus hautes instances bouddhistes du pays. Ah la vache. Accoudé à sa fenêtre, le soir, Karilé contemple la mer et les reflets de la pleine lune. Incroyable cette histoire. J'ai du mal à y croire. Les bouddhistes sont cool normalement. Enfin, un exode, un tyran, la mer, c'est vachement inspirant en tout cas. Et d'être enfin payé, pour faire de la composition, le pied. Il me faudrait les grandes trompettes comme dans Tintin au Tibet là, pour les moines bouddhistes. Bon, avec ce budget, je pense foncer. Et la mer, si je nous faisais un requiem à base de coquillages, ouais. Des conques. Alors, Karilé, bien dormi? Super, merci. Et vous? On part dans 10 minutes, ça te va? Ouais, ok, je vais prendre l'air, j'arrive. Et Karilé se balade au bord de l'eau quand elle aperçoit à ses pieds des conques. Elle en prend une, souffle dedans. Ça fait un joli son. Elle commence à écrire 2-3 compositions.
Et Carilé, on y va. Yep. Waouh, c'est quoi tous ces coquillages? Des conques. Je vais faire un requiem à base de conques. Le son d'une conque, c'est un des plus vieux sons de l'humanité. Et les voilà partis en van. Leur chauffeur s'appelle Dylan Hill. Arrête-toi, Dylan Hill. On va demander à ces paysans s'ils connaissent la plage que l'on cherche. Non. Je n'ai pas vu cette plage non nettoyée. Et je veux pas être filmée. Non, je veux pas témoigner. C'est trop dangereux. Arrête-toi, Dylan Hill. On va aussi demander leur témoignage à ces passants. Non, désolé. Non, je sais pas de quelle plage vous parlez. Je peux témoigner, mais juste à l'écrit. Je suis l'instituteur. Je m'occupais des petites sections de mon village et... ailleurs. Non, désolé, je peux pas vous aider. C'est trop dangereux. Il y a des mouchards partout. Il y a des camionnettes blanches qui surveillent et qui enlèvent les gens. Et puis, après avoir essuyé plein de refus, on arrive dans un endroit avec des vaches. Ces vaches aux bosses très pointues. Il y en a partout. Et Carilé suit une jeune fille à la longue natte qui lui pend jusqu'aux fesses. Elle a une robe rose. Et plein de jeunes filles ont ces robes roses. Elles se trouvent dans une paillote et se tiennent tendrement les unes les autres. Elles attendent. La journaliste arrive. Non, pas de vidéo. Merci, sister. Vipoussika. Tu veux commencer? À Mouli-Vaikal, où que nous regardions, il y avait du sang et des cadavres. Les gens étaient tout le temps planqués dans les bunkers. Nous ne pouvions pas sortir chercher de l'eau, ni de la nourriture, ni rien. Nous ne pouvions pas marcher debout. Il fallait tout le temps se tordre, se plier, car à 250 mètres venaient les coups de feu. Alors si nous marchions droit, nous aurions reçu des balles. C'est pour ça que nous marchions toujours courbés. À Mouli-Vaikal, nous pensions que tout le monde allait mourir. Je n'ai jamais pensé que nous pourrions survivre et vivre cette vie, maintenant. Je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point on souffrait. Et personne n'était là pour nous aider. Chaque jour, on espérait que quelqu'un vienne nous secourir. L'Amérique, l'Inde, je ne sais qui. Mais personne n'est venu. Un matin, j'étais avec le bébé de ma sœur qui était né sur la plage. Il n'y avait plus que moi pour le protéger car tous avaient été tués. Ma mère, mon père, ma sœur, mon frère, une de mes tantes, l'oncle d'une autre tante. Il n'y avait plus que moi pour ce bébé. Ce jour-là, il y a eu des échappées de gaz. Quelqu'un a dit que c'était du phosphore. On courait dans les allées. Le bébé en avait eu sur lui. Il s'est mis à pleurer et j'ai vu que sa peau craquait et saignait. Et plus sa peau craquait, et plus il pleurait, ce qui faisait recraquer sa peau toujours plus.
Il pleurait, il hurlait, et j'étais toute seule, avec cette petite boule chaude et sanglante. Le sang qui sortait comme d'une éponge dans cet enfer. Le sol était une bouillie de corps, un sol de corps pourri, et nous marchions dessus. Après, quand tout ça a été fini, ils nous ont fait passer un à un dans un long couloir de grillage, nous ont tous mis complètement nus les uns devant les autres, enfants et adultes, hommes et femmes. On m'a forcé à me déshabiller et des soldats filmaient avec leur téléphone. J'aurais préféré qu'ils nous tuent tous sur la plage plutôt que d'être déshabillés devant eux. Comment peuvent-ils encore dire que ça n'a pas eu lieu alors qu'ils ont ces films sur leur téléphone? Ça rend fou. Et la jeune fille s'endort. Vipoussika. Oh non, Vipoussika, elle s'est endormie. Ça lui arrive quand elle raconte tout ça. Elle tombe dans un grand sommeil de plusieurs jours. Pauvre chérie. Tu le diras, sister, tout ça dans ton film, hein? Bien sûr. Comptez sur moi. Et les yeux de Carilé pleurèrent encore pendant des mois. Les plombiers le savent. À l'instar des pleureuses antiques, les chemins que choisit l'eau sont difficiles à comprendre.